Salut Julien, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Julien, tu es secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Tu soutiens le candidat Yannick Jadot dans la présidentielle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que à ce stade, la campagne peine à décoller si on en croit les sondages, puisqu'il est crédité entre 5 et 9%. Comment vous comptez vous y prendre dans les quelques dizaines de jours qui nous séparent du premier tour de la présidentielle pour renverser la vapeur, pour relancer ou plutôt pour lancer la dynamique? Qu'est-ce qui manque à ce stade et que vous voudriez aller chercher? Ben, tout l'enjeu, en fait, c'est qu'on parle enfin des sujets de fond. Aujourd'hui, Yannick Jadot est au Parlement européen pour répondre à Emmanuel Macron qui a en fait instrumentalisé la présidence française de l'Union européenne pour faire en gros sa pré-campagne. On sait que c'est un secret pour personne. Le président Macron prépare sa nouvelle candidature et il y a finalement une offre politique qui souhaitent réorienter l'Europe pour en faire un outil de prospérité, de justice sociale, ce sont les écologistes. Et donc aujourd'hui, au Parlement européen, Yannick Jadot répondra symboliquement à Emmanuel Macron au nom de l'ensemble des écologistes européens. C'est sur ce type de sujet que nous voulons axer la campagne. On a eu beaucoup de pollution pendant la pré-campagne à l'automne. Et nous, on compte beaucoup sur eh bien, tout simplement le moment où les gens commenceront seulement à s'y intéresser. En tant que responsable politique, c'est normal, je prépare cette présidentielle depuis bientôt 2 ans avec sérieux. Nous avons fait une primaire, on a fait un projet, on a organisé le rassemblement. Les journalistes, les éditorialistes s'y intéressent évidemment depuis assez longtemps, s'intéressent surtout aux sondages, malheureusement. C'est le jeu, c'est comme ça. Pour l'ensemble des Françaises et des Français, c'est beaucoup plus tardif. Et en particulier, une fois que la poussière sera retombée, au moment du dépôt formel des candidatures, nous pourrons voir qu'il y a en fait une profonde division dans ce pays. Division à l'extrême droite, 2 candidatures au moins, si ce n'est pas 3. Division à droite, nous avons à la fois la Valérie Pécresse et Emmanuel Macron qui portent à peu près le même projet. Division ou fragmentation à gauche. Moi, je ne sais pas dire aujourd'hui combien il y aura de candidatures à gauche ou à l'extrême gauche, mais je sais qu'il y a une seule candidature écologiste. Il y a une seule candidature qui prend l'aspect climat au sérieux, qui veut faire du respect des accords de Paris le point cardinal de toute politique publique. Il y a une seule candidature qui assume franchement son humanisme, dire oui, nous devons organiser l'accueil quand il y a des migrants qui meurent dans la Manche, quand il y a des personnes qui sont à la frontière polonaise qui réclament asile, qui réclament refuge, eh bien, nous pouvons organiser. Tu sous-entends que les autres à gauche ne sont pas sur cette ligne-là? Ou alors de manière timide, disons-le comme ça. Yannick Jadot, très clairement, dit voilà, ça n'est pas 4000 personnes à l'est de la Pologne qui mettent en danger un continent de 400 millions d'habitants et nous pouvons organiser l'accueil. Emmanuel Macron le disait quand il était candidat et on sait tous les atermoiements qu'il y a eu pour accueillir ces bateaux qui secouraient les réfugiés ou évidemment le fait que son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a couvert des faits terribles quand les forces de l'ordre chassent et pourchassent les réfugiés, que ce soit à Paris ou à Calais. Donc, quand les débats émergeront, quand chacune dans son intime se dira mais quel est le pays, quel est le projet pour ce pays, pour mes enfants, pour la planète, eh bien, j'ai bon espoir qu'un peu finalement comme aux européennes, et encore plus fort, eh bien, à la fin, on se dise que le vote progressiste, le vote humaniste, le vote écolo, eh bien, c'est Yannick Jadot. Alors, en ce moment, on entend beaucoup le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, répéter à l'envi qu'il n'est pas de ceux qui veulent, je le cite, hein, tout interdire du sapin de Noël autour de France en passant par la viande. Est-ce que c'est de vous, les écologistes, qui parlent? Est-ce que c'est comme ça que tu penses qu'on pourrait résumer votre projet pour la France? Non, c'est évidemment de la caricature. Moi, ça ne me dérange pas d'être caricaturé comme le parti qui fait attention au climat, qui souhaite que chacune puisse manger à sa faim, que on développe l'alternative végétarienne dans les cantines. En fait, c'est une demande phénoménale de la part des parents d'élèves et des élèves. Donc, en fait, si pour me caricaturer, finalement, vous faites la promotion du bilan des maires écologistes, hein, Grégory Doucet, maire de Lyon, s'est engagé pour maintenir les cantines. Il y avait eu une polémique à ce sujet. Eh bien oui, nous, on dit c'est absolument important que les enfants puissent aller à la cantine. Voilà, c'est très clair. Si vous votez écolo, eh bien, il y a du bio à la cantine. C'est aussi simple que ça. Et donc, les caricatures, Mais tu parles de bon, caricature. Tu c'est parles des de petits effets caricature, de manche.
Mais c'est aussi parfois, c'est pas qu'une caricature, c'est aussi parfois une identification. Et là, c'est un autre problème. Si on identifie les écologistes à ce projet-là, à tout interdire, c'est un problème. Oui, mais ce n'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Ceux qui ont foiré la transition écologique, c'est ceux qui nous ont précédés au gouvernement. C'est Emmanuel Macron, évidemment, celui qui ne fait rien, celui qui recule, qui avait promis d'en finir avec le glyphosate et qui n'en a rien fait, et au contraire, réintroduit les néonicotinoïdes. Ceux qui ont foiré la transition écologique, eh bien, c'est le mandat Hollande, hein, qui signe les accords de Paris, mais qui n'en fait rien. Hein. Ségolène Royal porte une lourde responsabilité dans le fait de n'avoir rien fait du tout sur le sujet. Et bien sûr, avant, Nicolas Sarkozy qui avait fait un Grenelle, soi-disant, de l'environnement, mais on sait qu'en fait, sur le fond, il n'en était sorti pas grand-chose. Hein. Il y avait de belles intentions, mais les décrets n'avaient pas suivi. Ça n'est pas mon bilan à moi, ça n'est pas le bilan des écologistes si nous avons pris tant de retard. Si nous avons pris tant de retard, c'est précisément parce qu'on n'a pas écouté les écologistes. Un peu comme dans le film Don't Look Up. Vous avez la science qui dit une météorite ou le dérèglement climatique ou l'effondrement de la biodiversité menace. Vous avez des personnes qui disent écoutez la science, prenons les mesures qui s'imposent. Et le plus tôt on le fait, le mieux et le plus facile, c'est une transition à faire. Et puis, il y a les personnes comme, voilà, vous avez le sage qui pointe la lune et l'idiot qui regarde le doigt. Eh bien, on est un peu dans ce système-là vis-à-vis du dérèglement climatique. Après, tout ça ne mérite pas autant de polémiques, de menaces, d'insultes. Moi, j'affirme mon soutien à Fabien Roussel quand il reçoit des insultes. C'est vrai, il y a un sujet, quand dans ce pays, il y a 8 ou 9 millions de Françaises à l'aide alimentaire. C'est un sujet quand même grave que ce gouvernement ne soit pas en mesure de permettre à chacun et chacune de manger à sa faim. Et tout ça, tout simplement parce qu'il a aidé les plus riches plutôt que l'ensemble des Françaises et des Français. Alors, on parle de Fabien Roussel, mais ce n'est pas le seul à gauche. Hein. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, la problématique de l'unité ou du projet commun entre les différentes sensibilités de la gauche et des écologistes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, à Europe Écologie Les Verts, ou bien vous avez acté que c'était impossible et vous n'y pensez plus, au moins jusqu'à quand, je ne sais pas, peut-être après la présidentielle, après les législatives Nous, on a organisé le rassemblement. Moi, mon rôle, c'est de soutenir une candidature écologiste. Mon rôle, c'est que nous entrons dans la décennie critique du climat. Le rapport d'Oxfam démontre à quel point il y a un enjeu de justice sociale dans ce pays. On a aidé les plus riches, quoi qu'il en coûte, et sans aider les étudiants, les étudiantes, les précaires, enfin, ou les mal logés. Enfin, donc, il y a un vrai il y a un enjeu phénoménal d'écologie et de justice sociale, c'est le projet d'une candidature écologiste, c'est le projet d'une présidence écologiste. Et pour organiser ça, eh bien, on a regardé le paysage politique, et c'est vrai, aux élections européennes, il y avait 3 listes écologistes. Il y avait celle de Yannick Jadot, il y avait celle de Benoît Hamon, il y avait celle de Delphine Batho. Et donc, nous nous sommes dit, n'allons pas avec le même projet à plusieurs candidatures. Donc, on a organisé un socle commun, un projet, une primaire, différentes candidatures pour départager l'incarnation, comme on dit. Voilà, vous avez le projet, il faut avoir une incarnation pour la présidentielle. C'est Yannick Jadot qui l'a emporté, on a organisé le rassemblement et on est en campagne. S'il y a d'autres candidatures, communistes, Taubira, les socialistes. D'ailleurs, ces gens-là ils étaient finalement ensemble dans le même gouvernement en 2017, si je pense à Arnaud Montebourg, à Taubira et Hidalgo, évidemment, qui soutenaient le mandat Hollande et Valls. S'ils veulent présenter une candidature, c'est bien, c'est ça la démocratie. Moi, je ne crois pas que ça soit une bonne chose pour le pays. C'est pour ça que je soutiens l'écologie. Je pense que si François Hollande avait fait tant de bien au pays, il aurait pu au moins se représenter. Voilà. Je pense que le fait qu'il n'ait pas pu se représenter souligne l'impasse. Je ne vais pas épiloguer, mais s'ils veulent se présenter, c'est une... Très bien. Vous voyez, c'est la démocratie. Il y aura un moment de rencontre à nouveau entre vous? Ou est-ce que ça y est, c'est fini, l'écologie politique que vous incarnez, en gros, elle va aller dans une direction. Le socialisme, maintenant, qui s'incarne dans la social-démocratie, puisque c'est ce que raconte tout le temps, par exemple, Anne Hidalgo, va aller dans une autre direction et puis vous n'allez plus jamais vous retrouver. Mais moi, je ne peux pas parler pour les autres. Je peux parler pour les écologistes. Nous portons la candidature de l'écologie et de la justice sociale. C'est le sujet majeur pour nous du XXIe siècle.
l'Europe peut être un vrai outil de prospérité, de justice sociale. Ça n'est certainement pas ce qu'en fait Emmanuel Macron, c'est ce que nous en ferons avec une présidence Jadot et nos alliés écologistes à travers l'Europe. Voilà ce que nous voulons porter. Je ne connais pas le projet en vrai des autres candidatures, mais je suis, moi, attaché à ce que chacun et chacune puisse présenter sa candidature. Je trouverais, pour le dire comme ça, problématique que finalement, on lance des injonctions à restreindre l'offre. C'est à chacune, chacun, chaque électeur, chaque électrice de se prononcer. Moi, je pense qu'il y a une majorité dans ce pays pour les services publics, pour la solidarité, pour des progrès enfin sur le front du féminisme et l'égalité salariale et pour la transition écologique. C'est ce que nous portons et laissons les débats s'organiser et chacun, chacune se prononcer. Alors, la primaire populaire en ce moment fait beaucoup parler d'elle, puisque le vote aura lieu dans peu de temps, c'est à la fin de la semaine prochaine. Yannick Jadot, mais aussi Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo ont annoncé ne pas vouloir y participer. L'échec à ce stade de cette plateforme, qui avait pour ambition de trouver un candidat unique à gauche et pour les écologistes, est-ce que tu ne penses pas que ça va un peu plus désespérer un peuple de gauche qui ne sait pas trop aujourd'hui vers qui se tourner? Alors, il y aurait beaucoup à dire sur cette soi-disant primaire, mais en fait une investiture dite populaire. Moi, je m'en tiens au problème du projet. Ils ont soi-disant établi un projet commun qui ne respecte pas les accords de Paris. Voilà, donc je ne suis pas concerné, point. Mais vous aviez participé pourtant à Non, l'élaboration de ce non, socle. on a répondu par politesse et eux, une ou deux réunions, et eux ont considéré qu'on endossait ce projet. Mais je ne l'endosse pas. Ça parle de justice sociale, ça parle de lutte contre les discriminations. C'est moins 10 ans que ce que proposait le défenseur des droits. Nous ne sommes pas concernés. Ça propose d'ailleurs d'augmenter les cotisations retraite. Bon, tant pis pour la justice sociale. Ça, nous ne sommes pas concernés. Voilà, ça n'est pas notre projet. Est-ce que vous demandez, comme Jean-Luc Mélenchon, Donc, qu'il retire le nom de Yannick Jadot? plus grave, oui, c'est ce que nous demandons. Okay. Ce que nous demandons, c'est qu'on cesse cette fable de l'union qui serait la seule condition. Voilà. Moi, je trouve que finalement, à dire l'union, c'est la seule condition, eh bien, il y a quelque chose et cette union ne peut pas se faire sur cette absence de projet. Il n'y a pas de dynamique, c'est pas vrai. On ne peut pas imaginer que parce qu'il y aura un vote sur une absence de projet, le lendemain, tout le monde se dise ah bah oui, d'accord, effectivement, on va suivre la personne, quoi qu'elle pense. Sur la peine de mort, sur l'IVG, sur l'Europe, sur la transition écologique, sur le climat, sur la biodiversité. Vous voyez, ça serait presque comme subtilisé, ça serait le contraire finalement d'une démarche démocratique. Il y a quelque chose oui, de défaitiste, de prophétie autoréalisatrice de la défaite dans cette affaire de s'il n'y a pas d'union, c'est impossible de gagner, c'est pas vrai. Les sondages de janvier n'ont jamais fait l'élection d'avril. En 95, moi, je n'avais pas encore le droit de vote, mais semble-t-il que Balladur était encore à 30%. Et il était arrivé finalement troisième. En 2017, à cette période de l'année, vous aviez encore Bayrou, François Bayrou et Manuel Valls, qui étaient tous les deux sondés à 12. Et à la fin, ils n'étaient pas candidats, pour des raisons différentes, évidemment. Mais ça, c'était en janvier. Laissons la campagne s'organiser. J'aimerais parler d'Europe, oui, j'aimerais parler de transition écologique, j'aimerais parler de justice sociale, de comment on peut soutenir la jeunesse, l'aider à s'émanciper. Voilà ce dont nous voulons parler et finalement que cesse enfin cette affaire dite de course à l'union. Ouais. C'est le projet qui crée le débat et la dynamique. Comment ça se passe, tu parlais de défaitisme, comment ça se passe en interne chez vous à Europe Écologie Les Verts? Les militants, ils ont encore envie de partir la fleur au fusil dans la campagne ou est-ce qu'ils sont, comme dans d'autres formations politiques, notamment à gauche, un peu circonspects quant à ce qu'ils s'imaginent qui pourrait se passer? Moi, je tourne beaucoup, évidemment, comme d'autres. J'étais à Caen la semaine dernière. Je suis en route pour Strasbourg et la semaine prochaine à Bordeaux et à Lille pour animer, lancer les comités Jadot ou participer à des rencontres publiques ou dans les facs. Nous, on a la conviction, un peu. En fait, nous, on revient de très loin. Hein. On est porté par une grande idée, l'écologie, le climat, une cause évidemment qui dépasse nos propres vies. Et un peu comme pendant les européennes, on a eu tout ce sketch sur l'Union, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de listes aux élections européennes, pour qu'à la fin,
À la faveur des débats, à la faveur de la réflexion sur mais en fait, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Quel projet pour ce pays? Eh bien, la candidature à l'époque écolo de Yannick Jadot avait émergé. Il est arrivé troisième, 3 millions de voix. Ça n'est pas suffisant encore pour arriver au second tour, mais c'est ce type de dynamique que nous souhaitons instituer. Qu'à la faveur de la réflexion, quand le temps sera venu, aujourd'hui on n'y est pas, voilà, la pandémie écrase tout, les petits calculs sur tel ou tel percée dans les sondages obèrent le débat de fond. Mais une fois que les candidatures seront déposées, que les débats télé notamment s'engageront, qu'on pourra auprès de ses voisins, ses voisines, ses proches discuter de quel avenir pour le pays, euh, nous sommes convaincus que l'écologie émergera comme la troisième force, l'alternative, si vous voulez. Il y a les réactionnaires, il y a les conservateurs et puis il y a les progressistes. Hein. Les réactionnaires, on voit bien, c'est ceux qui parlent encore d'Algérie française, qui voudraient que les femmes restent à la maison. Il y a les conservateurs, c'est Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse, un peu de Thatcher, un peu de soutien à la finance, pourvu que rien ne bouge dans un système qui broie les humains et la nature. Voilà, le conservatisme, le statu quo, celles et ceux qui facilitent l'enrichissement des déjà ultra riches plutôt que le soutien à la jeunesse. Et puis il y a le progressisme, c'est l'écologie. Le nouveau progressisme au XXIe siècle, c'est l'écologie, c'est la lutte pour le climat, contre le dérèglement climatique et contre les inégalités. Eh bien voilà, chacune sera amené à se positionner. On a vécu ça aux élections européennes. Euh, on attend euh, qu'en fait chacun se saisisse de son avenir, tout simplement. C'est l'enjeu crucial de 2022. Dans un article du Monde, on a appris que tu avais discuté avec Olivier Faure, ton homologue du Parti socialiste, donc vous parlez au moins un peu. La question, c'est pourquoi faire? Est-ce que vous allez, avant la présidentielle, essayer de réchauffer vos relations? Je dis avec le Parti socialiste, mais ça peut aussi être avec la France insoumise ou avec le Parti communiste pour pouvoir mettre en place ce qui pourrait ressembler à un accord national pour les législatives. Oui, j'ai été surpris par cette affaire parce que, écoutez, moi j'appelle évidemment Olivier Faure ou Fabien Roussel ou Guillaume Lacroix, enfin tout le monde évidemment, on échange régulièrement. Notamment parce que le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont mis en place une réunion de concertation sur comment est-ce qu'on prépare les élections en période de pandémie. Donc voilà, moi je trouve utile d'échanger avec les petits camarades, avec les partenaires. Et j'ai été surpris que ce coup de fil fasse l'objet de tant de commentaires. Moi, je trouve ça normal, en fait, que le chef du parti écolo, il appelle le chef du parti socialiste, ou qu'il écrive à Fabien Roussel, évidemment, ou aux autres. On rencontre régulièrement, alors selon les formats des délégations, la France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste. Tout ça est évidemment normal. Mais discussion n'est pas négociation, voilà, tout simplement. Pour notre part, nous disons que nous sommes prêts à faire un accord avec l'ensemble des forces qui disent bah oui, je soutiens la candidature écologiste de Yannick Jadot. C'est ce que nous organisons avec nos partenaires écologistes ou avec d'autres forces qui pourraient rejoindre cette campagne. Et si il y a d'autres candidatures qui soutiennent d'autres projets, eh bien, c'est normal que chacun et chacune se présente de son côté, tout simplement. J'ai une dernière question, Julien. Le gouvernement a pris un arrêté le 30 décembre dernier qui interdisait la vente et la consommation de fleurs et de feuilles de chanvre contenant du cannabidiol, donc le fameux CBD. C'est un arrêté que vous dénoncez, que vous avez dénoncé à Europe Écologie Les Verts. Sur quelle base est-ce que vous le dénoncez? En quoi le CBD est un produit qui mériterait de continuer à être commercialisé? Donc le CBD, le cannabidiol, est issu du chanvre, ne contient pas de THC, voilà, de substances psychotropes, et ne crée pas d'accoutumance. En revanche, il a pas mal d'applications, on va dire bien-être, de réduction du stress, de permettre de mieux dormir, de lutter aussi contre les douleurs pour les personnes âgées en particulier. Et moi, ce qui m'importe, c'est que c'est aussi un outil pour des personnes qui sont addictes au THC, au cannabis, au shit ou à l'herbe, et qui se servent du CBD, non psychotrope, sans accoutumance, pour organiser une sorte de sevrage. Ce n'est pas forcément le bon terme, mais pour passer de l'un à l'autre et ainsi réduire les risques. Et moi, je trouve que dans ce pays, en fait, on a un problème de réduction des risques, ou précisément que la pénalisation du cannabis en particulier
en fait, n'est pas bon pour la santé publique. Voilà. On a la politique pénale la plus importante dans ce pays, la plus répressive quasiment en Europe, et le taux d'addiction chez les mineurs le plus important. Voilà, donc c'est un fiasco. Voilà. Et pourtant, c'est un vrai problème parce que le cannabis, le THC, abîme le cerveau. Et quand on est mineur et que le cerveau termine de se développer, ça peut avoir des répercussions importantes. Mais pourquoi, Donc, d'après toi, le gouvernement a pris cet arrêté? donc, il a pris cet arrêté alors que la filière CBD s'était battue, y compris jusqu'au niveau européen, pour faire reconnaître que puisque ce n'était pas une substance, un psychotrope, il n'y avait aucune raison de l'interdire. Euh, le gouvernement est piégé dans une logique d'instrumentalisation de la justice et si ça ressemble de près ou de loin au cannabis, alors il faut l'interdire, presque pour ne pas perdre la face. Mais ça revient vraiment à interdire le champomis au motif que ça ressemble à de l'alcool pétillant. Donc, on a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il y a de la communication politique, certainement, mais il n'y a pas d'enjeu d'intérêt général, de santé publique ou même de sécurité. Hein. On sait que les forces de l'ordre gaspillent plus d'1 million d'heures chaque année. 1 million d'heures, je ne sais pas si on se rend compte, c'est incroyable. 1 million d'heures à traquer le cannabis et les autres drogues. Et donc, il y a évidemment les grands trafiquants, mais il y a aussi tout simplement les petits consommateurs. Ça embolise complètement la police, ça embolise la justice, ça embolise les prisons. Euh, En fait, il y a un problème de gestion des drogues dans ce pays et en particulier de réduction des risques. Et donc, que la filière CBD prenne la balle perdue est un vrai problème parce qu'il y a 1800 points de vente, il y a des dizaines de milliers d'emplois, il y a des consommateurs et des consommatrices qui en ont besoin, voilà, ou qui trouvent du réconfort ou des solutions pour échapper aussi aux anxiolytiques. On est un des pays qui en consomme le plus. Bref, c'est le bouc émissaire et c'est pour ça que nous soutenons, avec Yannick Jadot, on soutient cette filière. J'ai été moi-même présent au Conseil d'État en tant qu'avocat, soutien au recours, donc évidemment, je suis partial. Et on attend le délibéré de ce référé liberté qui devrait tomber cette semaine. C'est la juge qui est maître de son agenda. On a bon espoir. On a bon espoir que la justice reconnaisse que cet arrêté est complètement illégal, n'est pris sur aucune base légale de fondement d'intérêt général, de santé publique, de sécurité même, on pourrait tout entendre, mais que donc le CBD, puisque c'est une substance qui n'est ni psychotrope, ni source d'accoutumance, doit être autorisé tout simplement. Et si Yannick Jadot est élu en avril prochain, j'imagine que le CBD sera rendu légal, enfin, que l'arrêté sera cassé, peu importe la décision du Conseil d'État, et que les autres drogues aussi, par exemple le cannabis, sera aussi rendu légal. Oui, très clairement, nous sommes pour la double légalisation. Donc le CBD légal, puisque ce n'est pas un psychotrope, et le cannabis légal pour justement mieux l'encadrer. On sait que dans les pays comme le Portugal ou le Canada, où c'est légal depuis quelques temps, eh bien, finalement, ça permet de mieux prévenir la consommation excessive chez les mineurs en particulier. Donc, c'est une question avant tout de santé publique. Voilà. Pour le dire clairement, c'est peut-être contre-intuitif, mais pour prévenir la consommation chez les mineurs, en fait, il faut légaliser. Aujourd'hui, c'est plus simple à la sortie d'un lycée ou même dans le lycée de se procurer une barrette de shit quand on a 15 ans que d'aller au Franprix chercher une bouteille de whisky. Parce que c'est encadré tout simplement. Et donc, c'est ça que nous souhaitons, pouvoir encadrer, pouvoir réduire les risques, pouvoir aussi sortir de cette logique où la police, la justice sont embolisées par la lutte contre le cannabis. Enfin, la lutte, c'est vraiment écoper la mer avec un gobelet. Et on sait que dans beaucoup de quartiers devenus des zones de non-droit à cause du trafic, eh bien, assécher ces trafics en légalisant et en encadrant la consommation de cannabis. C'est ça la solution qui tire le bilan de ce fiasco de la politique pénale des drogues dans ce pays. Eh ben, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne campagne présidentielle. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup.